Dans cette capsule, on va faire des exemples de problèmes où on a un équilibre statique. On a une plateforme ici qui est suspendue à des câbles en haut en bas. C'est une plateforme pour des laveurs de vitres, là, on a deux personnes sur la plateforme. Une personne dont le poids est de 900 newtons. Au lieu de donner la masse, cette fois-ci, je le donne directement en newtons, le poids. Ça va nous faire une étape de moins pour le calcul. Donc, lui se tient à 1 mètre de l'extrémité de la plateforme. On a un autre travailleur de 800 newtons, lui est à 50 cm de l'extrémité droite de la plateforme. On a un seau rempli d'eau ici de 200 newtons. On a la dimension ou la distance ici, c'est à 2 mètres de l'extrémité gauche. Et on a aussi la longueur de la plateforme. Puis on a son poids ici en haut, donc qui est représenté là, 345 newtons. Et on suppose encore une fois que la plateforme est immobile. La question, c'est calculer la tension dans les câbles. Vous voyez qu'ici, dans le schéma, là, on a deux câbles à chaque extrémité, mais on va tout simplement les remplacer par faire comme s'il y avait un seul câble, et en supposant qu'ils se divisent la force également, chacun prendra la moitié, pour les deux qui sont à gauche et les deux qui sont à droite. Donc, je vais ici mettre une force vers le haut, que je vais appeler, disons, TG, pour tension gauche. Et ce TG-là, donc, ça inclut, comme je viens de dire, la force des deux câbles qui sont à gauche ensemble, dans le fond. Donc ça sera la force à gauche. Puis je vais faire la même chose à droite. Donc ici, TD. Pour les deux câbles qui sont à droite, ensemble, ils auront la force TD. Alors je commence comme à l'exemple précédent. On choisit notre corps sur lequel on va faire la somme des forces. Ça va être la plateforme dans ce cas-ci. Et ensuite, on dessine les forces qui s'exercent dessus. Alors, on a déjà dessiné ici les deux tensions. Les autres, ça va être les poids. Donc, vous voyez, 900 newtons ici, 200 newtons ici, 800 là. Puis, il va y avoir le poids de la plateforme elle-même qu'on va mettre, donc 345, qu'on va mettre en plein centre de la plateforme. C'est encore un autre cas où, bon, si je fais mes axes ici, l'axe des X est encore une fois pas intéressant du tout. On va y aller avec l'axe des Y et puis la somme des moments de force. Cette fois-ci, je vais commencer avec celle-là justement. Donc si j'applique la condition d'équilibre, somme des moments de force égale 0, je vais me choisir mon axe de rotation. Un peu comme tantôt, on aurait deux choix ici. Je pourrais prendre ça ici à gauche comme axe de rotation ou celui qui est à droite, puisque j'ai un inconnu de chaque côté, donc je peux prendre n'importe quel. Supposons que je choisis celui-là comme axe de rotation, le point d'application. Donc je suppose autrement dit que la plateforme peut tourner autour de ce point-là. Et là, j'y vais avec les différents moments de force. TG va être éliminé de l'équation, puisqu'il n'y a pas de bras de levier. Ensuite, on va avoir le poids du 900 newtons. Lui a tendance à faire tourner. Donc, d'ailleurs, ça va être le cas de tous les poids. Là. Vous voyez, les poids qui sont sur la plateforme ont toute tendance à faire tourner la plateforme dans le sens horaire par rapport à l'axe de rotation qui est à gauche. Donc, ils vont tous être négatifs. Alors, je vais avoir ici moins 900 fois son bras de levier. Il est à 1 mètre de l'axe de rotation. Ensuite, on va avoir la plateforme qui fait tourner dans le même sens, 345. Et elle, c'est 1,50 m, son bras de levier, puisque c'est à la moitié de la plateforme. Ensuite, le 200 newtons, lui, son bras de levier, ça sera 2 mètres. Et il nous reste le 800 newtons de l'autre travailleur, qui lui est à 50 cm de l'extrémité droite, donc ça va donner 2,50 m de l'extrémité gauche. Et puis, à la fin, le dernier, le seul qui fait un moment de force positif, la tension ici tire vers le haut, donc ça fait tourner la plateforme par rapport à l'axe de rotation dans le sens positif. Donc on va avoir ici plus T, D, et son bras de levier, ben, ça va être la longueur complète de la plateforme, c'est-à-dire 3 mètres. Et la somme de tout ça va donner 0. J'ai manqué un petit peu de place ici, là, donc ça donne 0. Et comme vous remarquez, j'ai un seul inconnu dans cette équation-là, puisque j'ai éliminé TG en choisissant là l'axe de rotation. Donc j'ai un seul inconnu, ça va être TD. Alors je peux aisément l'isoler. Ça donne 1273 newtons. Pour trouver TG,
je pourrais faire la somme des forces en Y égale 0. Par contre, ce que je vais faire, c'est pour donner un exemple différent, c'est que je vais juste reprendre le problème, mais en changeant tout simplement d'axe de rotation. Je vais le faire en jaune ici. Je vais choisir cette fois-ci le côté droit comme axe de rotation, puis je vais juste recommencer. Donc, somme des moments de force égale 0. Et puis là, je vais aller de gauche à droite cette fois-ci. Là, les différents poids qui sont tous vers le bas ont plutôt tendance à faire tourner comme ceci, puisque mon axe de rotation est à droite. Donc, cette fois-ci, ils vont être positifs. Alors, je vais faire le poids de la personne de 800 newtons. Donc, comme je disais, c'est positif. 800, son bras de levier, cette fois-ci, ça va être 50 cm. Ensuite, j'ai plus 200 fois, là on est à 1 mètre pour lui, plus la plateforme 345, son bras de levier, c'est encore la même chose que tantôt, parce que c'est au milieu. Puis ensuite, on a aussi notre 900 newtons, qui lui est à 1 mètre de l'extrémité, donc il est à 2 mètres de l'extrémité droite. Puis le TG, par rapport à notre axe de rotation, a tendance à faire tourner dans ce sens-là, qui est le sens négatif. Donc c'est lui qui va être négatif. On va avoir moins TG fois la longueur de la plateforme. La somme de tout ça va donner 0. Cette fois-ci, vous voyez que la seule inconnue, c'est TG. Donc, encore une fois, on peut aisément l'isoler. Ça donne 973 newtons. C'est plus petit que l'autre. L'autre, on avait trouvé 1273, mais c'est normal. Si on regarde un peu, on a 800, on a 1000 environ à droite, relativement proche de la corde, tandis que l'autre côté, on a seulement 900, un peu plus loin de la corde. Donc, c'est normal que TG soit plus petite que TD. D'ailleurs, étant donné qu'il nous reste une équation, une condition d'équilibre, on peut aller vérifier avec ça. Notre plateforme devrait être à l'équilibre, donc la somme des forces en Y devrait donner 0. Alors, qu'est-ce qu'on a en Y? On a ces deux forces-là qui sont positives, 1273 et 973. Puis vers le bas, donc négatif, on a tous les poids. Donc 900, donc moins 900, moins 800, moins 200, puis moins 345. Donc on a tout ça. Et on vérifie, donc ici j'ai écrit égal 0. Dans le fond, je veux juste vérifier que c'est bien le cas. Alors j'arrive à 1 lorsque je fais tout ça. Donc je peux dire à peu près égal 0. Évidemment, 1, c'est pas égal à 0, mais on comprend bien que c'est une question d'arrondissement. J'ai arrondi un petit peu tout à l'heure. Alors ici, j'ai quand même des gros chiffres, là, de l'ordre de 1000 environ. Alors s'il me reste seulement 1, ça veut dire que c'est correct. Alors, vous voyez, ça nous montre bien que le choix de l'axe de rotation est arbitraire. On a simplement changé d'axe de rotation, on a trouvé nos deux tensions comme ça, et forcément, si c'est le cas, la somme des forces en Y va donner 0 également. Un autre exemple d'équilibre statique, on a une échelle qui est appuyée à un mur. On a les dimensions ici, là, on a 3,8 mètres, c'est la hauteur du mur. En fait, du point où l'échelle est à côté jusqu'au sol. Ensuite, on a 1 mètre ici, en bas, donc entre le pied de l'échelle et le mur, on a 1 mètre. Et ensuite, on a une personne qui est dans cette échelle-là. On a déjà mis quelques forces ici sur le schéma. Là. La longue flèche vers le bas, ça représente le poids de la personne. Si on regarde la distance entre, si je continue la ligne du poids de la personne jusqu'en bas, ça se trouve à 70 cm du pied. Il resterait donc 30 cm ici à droite. On a des données ici à droite, la masse de l'homme, 75 kg, la masse de l'échelle, 15 kg. Et la question qu'on pose, c'est calculer le coefficient de friction nécessaire pour que l'échelle ne glisse pas. On comprend bien qu'ici, s'il y a zéro friction en bas sur le plancher, l'échelle va certainement glisser. Donc, on demande ici le coefficient de friction. On va supposer qu'il n'y a pas de friction sur le mur en haut. C'est pour ça que ici, vous voyez la flèche violet là, qui est là, ça représente la force que le mur va exercer sur l'échelle. On pourrait l'appeler d'ailleurs M. Je la mets horizontale, puis je ne mets pas de force verticale parce que je suppose que sur le mur, il n'y a pas de friction. Autrement dit, on ne veut pas se fier sur la friction sur le mur, on veut se fier seulement à celle qui est en bas ici. En bas de l'échelle, justement, on a deux forces qui sont dessinées. Il y en a une qui est en fait la normale.
alors je vais l'appeler N, c'est la force que le plancher exerce sur l'échelle. Et l'autre force qui est ici, vers la droite, c'est en fait le frottement. Donc Fs, c'est du frottement statique. Évidemment, on veut que l'échelle ne glisse pas, donc ça va être du frottement statique. Et c'est bien vers la droite parce que si l'échelle glisse, elle va glisser vers la gauche, donc le frottement va s'opposer à ça. La flèche qui est ici, c'est le poids de la personne. Donc on pourrait l'appeler, mettons, FGP pour la force gravitationnelle de la personne. Et il nous reste une force à indiquer, ça va être le poids de l'échelle. Donc, le poids de l'échelle, il va être ici comme ça. Donc, on pourrait l'appeler FGE pour poids de l'échelle. Et donc, je le place en plein centre. Je suppose que l'échelle est uniforme. Donc, je place ce poids-là en plein centre. Alors, ce sont toutes les forces exercées sur mon échelle. On veut qu'elles soient à l'équilibre. Ça veut dire que il faut que les conditions d'équilibre soient respectées. On va commencer par celle de la rotation. C'est souvent plus utile de commencer par la somme des moments de force égale 0, parce que dans celle-là, on peut choisir notre axe de rotation et éliminer des inconnus. Donc, ça peut être utile de l'utiliser. La prochaine chose ici, c'est de choisir l'axe de rotation. Dans ce cas-ci, je vais prendre le bas de l'échelle comme axe de rotation, parce que j'ai deux forces inconnues à cet endroit-là. J'ai la normale, puis la force de frottement. Donc, comme je ne les connais pas ni une ni l'autre, j'ai avantage à choisir mon axe-là parce que ça va les éliminer de l'équation. La seule autre inconnue qui va me rester, ça va être la force que le mur exerce sur l'échelle. Parce que les deux poids sont connus, donc il va me rester seulement celle-là. Alors, allons-y comme ça. Somme des moments de force égale 0. Alors, je disais, sur l'axe de rotation, les deux forces qui sont là sont éliminées puisqu'ils n'ont pas de bras de levier. On va avoir le poids de l'échelle et le poids de la personne. Les deux vont avoir tendance à faire tourner l'échelle comme ça, si on prend l'axe de rotation comme le pied, donc dans le sens négatif. Alors je vais mettre ici moins. Le poids de l'échelle, ça va être 15 kg fois 9,8. Et on doit multiplier par son bras de levier. Alors si je prolonge le poids comme ça, bien, si je l'ai mis au centre de l'échelle, ici j'ai un peu raté mon dessin, j'aurais dû la mettre un peu plus haut, parce que si on a 1 mètre en bas, puis que le poids est au centre de l'échelle, bien forcément je vais avoir 50 cm en bas. Donc ça va être ça, le bras de levier. La distance perpendiculaire à la ligne d'application de la force jusqu'à l'axe de rotation, un demi-mètre. Ensuite, le poids de la personne négatif aussi parce qu'il a tendance à faire tourner l'échelle dans le sens horaire. Donc 75 kg fois 9,81 fois, lui, son bras de levier, ça va être 70 cm. Vous voyez, c'est la distance horizontale qui est ici en bas, perpendiculaire entre la ligne d'application de force et l'axe de rotation. Donc 70 cm. Il nous reste le mur. Le mur, lui, il pousse l'échelle comme ça, donc il a tendance à la faire pivoter dans le sens anti-horaire, qui est le sens positif. Et le moment de force, ça va être la force M, qui est inconnue, fois son bras de levier. Et le bras de levier, c'est la distance perpendiculaire à la force jusqu'à l'axe de rotation. C'est donc en fait le 3,8 mètres, la distance au mur qui est ici. Et donc la somme de tout ça va nous donner 0. Et comme prévu, on n'a qu'un seul inconnu, c'est la force que le mur exerce, qu'on va donc pouvoir isoler. Ça donne 155 newtons pour la force que le mur exerce. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est le coefficient de friction. Mais là, on va pouvoir le trouver de la manière suivante. C'est que là, on va continuer à appliquer les conditions d'équilibre. Alors, pour que mon échelle soit en équilibre, il faut non seulement que la somme des moments de force soit égale à 0, mais il faut que la somme des forces en X soit égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a en X? On a la force de frottement, ici en bas, qui est vers la droite, donc positive, Fs. Ensuite, la normale n'a pas de composante en X, les deux poids n'ont pas de composante en X. La seule autre force qui a une composante en X, c'est le mur ici en haut. Et ça, c'est vers la gauche, donc ça va être négatif. Donc, moins M égale 0. Pour ce qui est des signes, on se rappelle, quand c'est la rotation, les moments de force, là, les signes, on regarde si ça tourne dans le sens horaire ou anti-horaire.
quand on est rendu dans les forces, somme des forces en X, bien là, c'est vers la droite positive, vers la gauche négative, tout simplement. Alors, ce que cette équation-là nous dit, c'est que la force de frottement, elle est égale à la force du mur, et donc, elle va être égale à 155 newtons. C'est ce qu'on avait trouvé en haut. Donc, on est bien parti dans notre démarche. On voulait calculer le coefficient de frottement. On connaît maintenant la force de frottement. Et la force de frottement, bien sûr, on sait que c'est égal au coefficient de frottement fois la normale. Donc, il ne nous manque plus que la normale si on veut pouvoir calculer le coefficient de friction. Et bien sûr, on va calculer notre force normale en appliquant cette fois-ci l'autre condition d'équilibre qui est somme des forces en Y égale 0. Alors, pour les forces en Y, on a la normale qui est vers le haut et les deux poids qui sont vers le bas. Donc, on va avoir N moins 15 fois 9,8 moins 75 fois 9,8 pour le poids de la personne. Puis c'est tout. Le mur, ensuite, il y a une composante seulement horizontale. Donc, on a seulement ceci. Ça nous permet donc de trouver la normale qui est égale, dans le fond, à la somme des deux poids, le poids de l'échelle plus le poids de la personne. Ça donne 883 newtons pour la normale. Et finalement, on peut revenir ici. On avait trouvé que le frottement était 155 newtons. Alors, on peut dire mu S fois N égale 155. Donc, mu S fois 883 égale 155. Et finalement, on peut trouver notre coefficient de friction comme ça. Ça donne 0,176 environ. Il n'y a pas d'unité, c'est un coefficient de friction. Puis, grosso modo, ça a du sens. Ce n'est pas un coefficient de frottement démesuré, 0,176. D'ailleurs, l'angle, vous voyez, était peu prononcé. On avait quand même 3,8 mètres en haut puis 1 mètre en bas. Donc, notre échelle n'a pas besoin d'un si gros coefficient de friction pour pouvoir rester en équilibre. Je voudrais terminer avec juste une petite note sur certains types de problèmes. Je ne vais pas le résoudre au complet, le problème, mais je voulais juste mentionner en fait quelques indices pour pouvoir le résoudre. Ici, c'est un type de problème où on a une planche ou un objet quelconque, en tout cas, qui peut pivoter ici. Donc, on a un axe de rotation, une charnière ici. Ensuite, c'est attaché avec un câble. On nous demande, par exemple, on a aussi la masse de la caisse, la masse de la planche. On nous demande, par exemple, quelle est la tension dans la corde. La seule chose que je voulais mentionner, c'est que quand on fait le diagramme des forces sur la planche, on va avoir bien sûr la tension, comme ceci, et il y a seulement sa composante perpendiculaire, d'ailleurs, qui va exercer un moment de force. Mais il faut quand même tenir compte de la composante en X lorsqu'on va faire la somme des forces en X égale 0. C'est bien important, on va avoir les deux en X et en Y. Mais pour le moment de force, ça va être seulement la composante verticale qui va être importante. Ensuite, on aurait bien sûr le poids de la caisse qui est là, le poids de la planche elle-même qu'on mettrait au centre. Et ce que je voulais surtout mentionner, c'est que à l'axe de rotation, il va y avoir deux composantes de force. Vous voyez cette planche-là, bien sûr, elle est, à cause du câble, elle est tirée vers le mur. Donc, elle va pousser sur le mur et le mur, en réaction, va exercer une force sur la planche dans cette direction-là. Je pourrais l'appeler, par exemple, Mx, étant donné que c'est la force que le mur exerce en X. Mais il va y avoir aussi une autre force qui va être vers le haut, ici, que je pourrais appeler My, puisque vous imaginez que si la planche était juste à côté, donc qu'elle pourrait glisser vers le bas, par exemple, ben c'est ce qui se passerait tout de suite. La planche glisserait vers le bas à cause de l'ensemble des poids qui sont là. Donc, la charnière l'empêche de glisser vers le bas en exerçant une force comme ça vers le haut. Alors, quand on a une charnière comme ça, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, ça va nous donner deux inconnus. Ça va nous donner une force en X et une force en Y. Donc, on aura avantage, puisque ça donne deux inconnus, à choisir la charnière comme axe de rotation. Ça va éliminer de la somme des moments de force ces deux inconnus-là. Il va nous rester seulement, par exemple, la tension. Remarquez que c'est aussi un choix assez logique de prendre la charnière comme axe de rotation.